Salam alaikum, Azul, bonsoir. On dit d'un système qu'il est en fin de ressources ou au bout du rouleau lorsqu'il a épuisé toutes ses potentialités et qu'il est dans l'incapacité systémique de pouvoir les renouveler ou les remplacer. Et c'est le cas flagrant, criant et assurément confirmé du régime algérien. Il n'y a plus le moindre doute sur cela. Et c'est tout le système qui fait eau de toutes parts. Tous les clignotants, jusqu'au plus haut sommet de ce qu'ils appellent l'État, sont au rouge. Pas un seul secteur n'est épargné, y compris les plus sensibles, jusque-là censés jouir de tous les moyens, de toutes les compétences, de tous les subsides. C'est réellement titanique au moment des violents. La vraie vocation d'un État honorable, d'un État légitime, est de mettre tous les moyens en place pour installer un climat de quiétude publique, de paix et de cohésion sociale, de fraternité entre les citoyens et les communautés. La vraie vocation d'un État honorable, d'un État légitime, est de respecter, dans le même temps que de faire respecter, le droit, la justice, la sécurité publique. La vraie vocation d'un État honorable, d'un État légitime, est de dire la vérité à ses citoyens quand le pays est en péril, quand le pays est en perdition. Et c'est dire, à constater la situation actuelle en Algérie, combien nous en sommes éloignés, combien ce régime est dans une démarche tout à fait inverse, puisqu'il fait tout et qu'il fait n'importe quoi pour semer la peur et la confusion et la discorde au sein de la société. Il croit que cela pourrait lui permettre, lui donner le temps de pouvoir se retourner, de pouvoir se préparer à la reprise du Hirak, à la reprise de la contestation politique et sociale. Il fait tout pour monter les Algériens les uns contre les autres, contre quiconque ose le contester seulement, en lâchant contre lui tous ses molosses, en instrumentalisant contre lui sa justice, ses services de sécurité, sa presse et jusqu'à ses trolls des réseaux sociaux. Et il ne recule devant rien pour dresser les communautés les unes contre les autres, kabyles contre le reste du pays, mozabites, berbères contre arabes. Dans le même temps qu'il use d'une incroyable subversion, hallucinante subversion, pour inciter les Kabyles à rejoindre la logique du MAC en victimisant celui-ci, en emprisonnant ses membres contre le droit et contre la loi, en commettant contre lui une répression qui n'a d'autre but que de susciter en sa faveur l'empathie de toute la communauté kabyle, pour susciter autour de lui une solidarité et une adhésion identitaire. Autrement dit, ce régime semble avoir opté, pour le cas de la Kabylie, qu'il n'a pu réduire, pour une logique de contre-feu, de coup tordu, qui consiste à jeter dans les bras du MAC une partie importante de la Kabylie, pour pouvoir ainsi isoler la contestation à une seule revendication identitaire et séparatiste. Pour vous donner une idée des moyens dont use ce régime, des moyens quasiment suicidaires.
Dans le même temps, le même régime, de 1001 façons, a entrepris de violer systématiquement le droit, en commençant par sa propre constitution, celle qui nous a fait passer par un référendum truqué, puisqu'il la viole de façon brutale et spectaculaire, comme pour envoyer un signal clair à tous ses relais et les encourager à ne plus s'embarrasser de la loi pour terroriser la population. Et c'est ainsi, pour l'exemple, qu'il s'est servi du Haut Conseil de sécurité pour classer deux mouvements politiques, le MAC et Rachad, en organisation terroriste, en violation, une violation très grossière de la Constitution qui précise sans aucune ambiguïté que cet organe, le HCS, est seulement consultatif et qu'en aucun cas il n'est habilité à prendre de quelconque décision. Or, il lui fait prendre des décisions de la plus haute importance et il viole même les dispositions réglementaires, c'est-à-dire par décret, de sa propre composition. Vous imaginez un peu? Et ce régime a ainsi opté pour cette attitude extrême, à son plus haut sommet, pour un durcissement de la répression qui laisse craindre un retour aux méthodes de la décennie rouge, et pour cause, puisque presque tous les grands criminels contre l'humanité, qui avaient été renvoyés à leur foyer après avoir été organiquement amnistiés par la scélérate charte pour la réconciliation nationale, ont presque tous rempilé, rappelés en urgence à reprendre du service, avec leur grade, alors qu'ils avaient été mis à la retraite et radiés des cadres. C'est vous dire jusqu'où va ce système. Mais le plus inquiétant, réellement inquiétant, est que ce régime montre tous les signes de la détresse et de l'improvisation. Il montre tous les jours et dans toutes ses hâtives réactions, dans toutes ses hallucinantes déclarations publiques, surtout celles du président Tebboune, qu'il est réellement en fin de ressources. Au point où il n'a rien trouvé de mieux que de rappeler ses anciens hommes de main, au point où il en est acculé à sortir du KGB, ces méthodes éculées de la subversion la plus grossière, la plus primaire, au point où il en est arrivé à provoquer un fou rire national avec ce que les Algériens désignent aujourd'hui sous le sobriquet des dahdouhiyat, des méthodes d'un autre âge, des méthodes des années 90, des méthodes cousues de fil blanc, quand ce régime jouait sur du velours, parce qu'il n'y avait en ces temps tragiques ni réseaux sociaux, ni presse digne de ce nom. Et cela est en effet particulièrement inquiétant, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un fauve acculé, une mafiocratie qui se sait menacée dans sa survie même, qui est lâchée par tous ses anciens soutiens, en cette phase cruciale où tous les rats ont entrepris de quitter le navire. Oui, rien de plus inquiétant que ces gens qui sont dans une logique de « après moi, le déluge ». معناها طول حياتك وانت تجاهد في صمت ووقار حتى الوفاة. وكان هذه حالة عبد العزيز بوتفليقة إن شاء الله يوفقني الله سبحانه وتعالى وأموت حتى أنا في صمت ووقار، لأن من أيدينا أسرار دولة لو أبحنا بها وبعدوا أسس الدولة، فنحن على عمقنا ولا نمس بالجزائر عزيزة. وقلت لك إني ضحية
هذا التواصل الاجتماعي. لكن اليوم كان لي الحظ لأثبت ما قلته. لأول مرة أشخص السيدة سليمة الحسين، كتبت على الرئيس وكتبت عليا وكتبت لأول مرة. بالطب كانوا يكتبوا عليا ما سقوا معايا، ما يعرفوني، ما شربوني. والسيدة سليمة الحسين نهار يفرج عليا ربي ندعوك نتغداو انا وياك ونتكلموا ان شاء الله. هذاك الوقت تعرف شنو هو سيد. Algérie, menace, répression et dahdouhiyat. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mourad Yefsah, consultant senior en système d'information, membre fondateur du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Mourad, merci d'être là. Merci Jamal pour l'invitation et bonsoir à tous les compatriotes et tous les téléspectateurs. Wahab Hamidi est avec nous, consultant en finance, militant politique. Wahab, merci d'être là. Bonsoir Jamal, bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci. Nous allons être rejoints par Azoua Ouchamarouk, militant politique. Mais en attendant, Chaban Qassi, comme chaque jour, est avec nous, mon jeune confrère, pour nous présenter l'émission d'aujourd'hui. Bonsoir Jamaldine, nos invités, aux téléspectateurs, téléspectatrices, en fin de votre intro, vous l'avez diffusé. On va revenir sur le tribunal d'Alger, ce procès qui s'est tenu donc dimanche dernier et qui s'est terminé mardi 12 octobre. Le verdict est donc tombé pour Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika, influent et véritable détenteur du pouvoir en Algérie. Saïd Bouteflika a été condamné à 2 ans de prison ferme. Le parquet avait requis, notamment dans cette affaire, il y en a d'autres, avait requis 7 ans ferme, chef d'accusation entre autres, entrave au bon déroulement de la justice, incitation à la falsification de documents officiels, abus de fonction entre autres. Il n'était pas seul à comparaître. L'ancien ministre de la Justice, Tayeb Rouh, lui a pris 6 ans de prison et Ali Haddad, l'homme d'affaires, a 2 ans de prison ferme. Alors bien évidemment, Saïd Bouteflika, vous l'avez diffusé, Jamaldine, donc a tenu des propos qui font réagir et d'une teneur assez gravissime. Un message lourd de sens: je détiens des secrets d'État et si je les divulgue, un jour les fondements de l'État seront ébranlés. Je préfère garder le silence. Je suis une victime sur les réseaux sociaux. Il fait allusion au tribunal militaire en disant: je n'ai pas signé le PV qui m'a été présenté et celui que vous avez est un faux, en parlant au juge. Le juge d'instruction, donc au tribunal militaire de Blida, m'a menacé, mais j'ai refusé de le signer. Il n'a pas de questions à me poser. Il m'a dit: que tu te caches derrière ton frère. Y a-t-il une preuve? Non, que des suppositions. Il a aussi dit clairement: je suis innocent de toutes les accusations portées contre moi. Dans les affaires notamment de l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khalil, ou de la télévision privée Beurre FM, il dit clairement: c'est pas une affaire judiciaire, mais aussi politique. Lorsque mon frère Abdelaziz est arrivé au pouvoir en 98, on lui a fait boire, à lui et à sa famille, le calice jusqu'à l'Ali. Il s'est exprimé sur l'affaire donc de Belkacem Zermati avec Chakib Khalil lorsqu'il était procureur général à la cour d'Alger. Il a écrit au président de la République de s'excuser, notamment sur le mandat d'arrêt. Vous allez revenir longuement. L'expression qui revient donc sur la prochaine rencontre accompagnée d'une grande partie de son gouvernement en Tunisie. Lors de son entrevue donc, dans les médias, Abdelmadjid Tebboune a déclaré qu'il comptait se rendre donc, chez son voisin. Voilà ce qu'il a dit: ce qui touche la Tunisie nous touche aussi. Depuis l'élection, l'APS le dit, depuis l'élection de Kaïd Saïd, les 2 chefs d'État se consultent régulièrement. Des objectifs, notamment renforcement de la coopération algéro-tunisienne ou encore renforcer les relations économiques et fraternelles. Les 2 premiers ministres se sont entretenus. Ayman Ben Abdelrahman en Algérie a exprimé ses chaleureuses félicitations suite à la formation du nouveau gouvernement. Il faut savoir qu'il y a une très grande solidarité entre les 2 chefs de l'État. Il faut savoir aussi que le 25 juillet dernier, donc, le président Kaïd Saïd donc, a limogé son chef du gouvernement, préside le Conseil des ministres, donc s'est alloué les pleins pouvoirs
et des décrets pour légiférer. Les deux présidents s'entendent bien. Et avant de vous quitter là-dessus, notamment le président tunisien a été décoré de la médaille à tir, j'espère que je le prononce très bien, la plus haute distinction algérienne. Jamel Eldin, à vous devant quitter ces deux tweets, notamment Ahmed Aït Saïd qui reprend le bon reportage de Arte sur les haragas. Il y en a près de 15 000 aujourd'hui. Je voulais rendre hommage à cette catastrophe en Algérie. Depuis janvier, 15 000 haragas. Et on le disait, en 2019, voilà ce que dit Ahmed Aït Tissad. En 2019, je n'ai plus envie de quitter mon Algérie. Et en 2021, il est à Franconville en France. Et malheureusement, il a dû prendre la mer. Un rêve qui s'envole, un espoir noyé, dit-il, en faisant allusion à 2019. Merci Chaban. À demain. Ah non, demain c'est vendredi. Standard. D'accord. Donc à lundi. Merci Chaban. Alors, mes chers amis, est-ce que je vous propose de réécouter cette vidéo de Saïd Bouteflika parce que vraiment, il y a à dire, hein, c'est énorme. Hein. Nous allons la réécouter. معناها طول حياتك وانت تجاهد في صمت ووقار حتى الوفاة. وكان هذه حالة عبد العزيز بوتفليقة ان شاء الله يوفقني الله سبحانه وتعالى واموت حتى انا في صمت ووقار لان من ايدينا اسرار دولة لو ابحنا بها وبعدوا اسس الدولة فنحن على عمقنا ولا نمس بالجزائر العزيزة. وقلت لك إني ضحية هذا التواصل الاجتماعي لكن اليوم كان لي الحق لأثبت ما قلته. لأول مرة أشخص السيدة سليمة السيد كتبت على الرئيس وكتبت عليا وكتبت لأول مرة بالطب كانوا يكتبوا عليا ما استقوا معايا ما يعرفوني ما صرموني والسيدة سليمة الإنساني نهار يفرج عليا ربي ندعوك نتغداو أنا وياك ونتكلموا إن شاء الله هذاك الوقت تعرف شنو هو سيد. C'est un enregistrement qui a été fait piraté, c'est interdit de filmer ou d'enregistrer dans les salles d'audience, mais on sent qu'il était dans une poche parce qu'on entend les frottements. Et on a dû nettoyer un peu parce qu'au début il était quasiment inaudible, hein, on a dû nettoyer un peu. Mais ce qu'il dit, Mourad, ça est très grave. Si jamais je parle, j'ébranlerai les fondements même de la nation, de l'État. Ça veut dire qu'il dispose de secrets. Est-ce qu'il n'est pas complice dans ce cas de ces choses qui... il semble menacer tout le monde avec ça. Il semble dire ou vous me relâchez ou je vais tout déballer, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Moi, je pense que moi, ce qui a attiré mon attention, en premier, il a dit nous détenons. Oui, oui. Il parle de son frère et de lui, donc de sa famille. Ou de ses frères. Ou de ses frères. Nous détenons. Donc il parle au nom de sa famille. Donc il y a bien un pouvoir donc, de la famille de Bouteflika. Il reconnaît. Donc il s'agit d'un aveu. Donc on n'est plus dans les affaires d'un État, donc à la tête duquel il y a des institutions et des hommes légitimes, légaux, etc., mais d'une période durant laquelle il y a une famille qui avait... C'était bien le cas. C'était bien le cas, donc il le reconnaît. Même l'armée leur mangeait dans la main. Il le reconnaît. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'il n'y a pas un secret, pire que ce qui est en train donc, de se dérouler devant le monde entier, et bien entendu, le peuple algérien en est témoin, qui peut être pire que ça. Leurs affaires de corruption, leurs affaires personnelles, etc., tout ça, ça n'intéresse pas le peuple algérien. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est quand même important. Et on voit donc là quelqu'un qui a été au plus haut sommet de l'État avec son frère. À un moment donné, en fait, c'était lui le vrai patron. Son frère n'était plus qu'une façade. Donc, à partir du moment où son frère est devenu donc indigent, c'est lui qui a pris le relais. Donc, on voit là donc quelqu'un qui a présidé aux destinées d'un État.
un État qui est le produit d'une grandiose révolution. La révolution algérienne, à ce jour, elle est étudiée dans énormément d'universités et elle est étudiée par des chercheurs, etc., pour comprendre les ressorts donc, de cette force. Et c'est une révolution qui a mobilisé le potentiel le plus sain de tout un peuple et qui a donc réussi entre guillemets, ce miracle, qui n'est plus donc un miracle à partir du moment où la victoire a été acquise, et à l'indépendance qui s'est retrouvée dans une situation où les forces obscures ont pris leur revanche. C'est depuis 1962. On le comprend. Et là, ce n'est pas une comparaison parce que ce serait faire insulte à Mohamed Harbi et Bachir Hadj Ali et Houssine Zahwan. Je cite souvent donc un livre, un petit livre, mais d'une grande richesse et dans lequel on trouve donc des choses qui sont fabuleuses à ce jour. Le livre L'arbitraire qu'a écrit Bachir Hadj Ali, dont l'introduction a été faite par Mohamed Harbi et la préface par Houssine Zahwan. Que disait Mohamed Harbi alors qu'ils venaient de passer des pires moments en prison, torturés, etc. Donc à leur sortie, donc, ils ont publié ce livre qui est disponible gratuitement sur Internet. Mohamed Harbi essaie d'expliquer l'origine donc, de cet État algérien qui est devenu la négation de la révolution algérienne. Et bien entendu, il utilise des termes, etc. Donc l'explication, il le dit, bien sûr, on est dans une situation où l'Algérie elle est face à des obstacles de sa transition. Comment passer donc, d'un passé ancien? Donc on sort d'une période donc, moyenâgeuse, on sort d'une période noire, on sort d'une période où il était minuit dans le siècle, comme disait le grand révolutionnaire Victor Serge. Et on arrive à l'indépendance, et là les forces pour qui effectivement l'indépendance, c'était reprendre les rênes qu'avaient laissées les colons, ou tout au moins les remplacer au pied levé. Ou alors les anciens dignitaires de l'état du beylik de l'Empire ottoman. Et c'est donc cette contradiction qui est fondamentale, et il explique très bien que effectivement ce système est né. Et il explique, par exemple, lui, il témoigne de la discussion qu'il a eue en prison, alors qu'il était dans un cachot, Mohamed Harbi. Avec tout ce qu'on sait de ce qu'il a comme comment dirais-je, attachement à l'Algérie et comme intelligence, dans un cachot, les grands dignitaires, parmi eux donc le responsable de la sécurité militaire de l'époque, Merbah, mais il y avait aussi donc je crois il cite le colonel Chabou et il citait donc de haut, et il cite cette entrevue et lui il analyse. C'est-à-dire, comment se fait-il que, effectivement, je sois dans cette situation après l'indépendance, que je suis... Alors, et il termine en disant que l'issue, lui, il termine par une perspective. Il dit, en dehors des libertés démocratiques, en dehors de la démocratie, en dehors du retour à la souveraineté du peuple, il ne peut pas y avoir de salut pour l'Algérie. Ça, c'était en 65. En novembre 65, qu'il écrivait donc dans cette introduction à ce livre. C'est magnifique. Donc celui-là, Saïd Bouteflika, je vous dis pour l'anecdote, il est de ma génération, on a fait Babzouar ensemble, et on s'est retrouvés à Paris 6, quand je suis venu faire des études, on s'est retrouvés aussi là-bas. Il a fait presque les mêmes études que moi en informatique. Il ne faisait pas de politique. Il n'a jamais fait de grève de sa vie, il n'a jamais manifesté de sa vie. En 80... Il était dans le Pax, je crois. Non. À ma connaissance. Non, jamais. Ah bon? Jamais. En 80, Babzouar, on était en plein grève, manifestation, etc. Lui, il vient avec bien sûr, bien habillé, avec son équipe, comment dirais-je, sa cour algéroise qui l'entourait, donc de petits bourgeois, etc. Et nous qui à l'époque, on était en train donc, de courir dans les assemblées générales sur la question de la démocratie, sur la question de Tamazert, etc. Et aujourd'hui, il nous raconte des choses Mais en comme tout cas, ça. il a réussi le prodige
incroyable, digne d'un grand film, de mettre tout un pays dans sa poche, de se servir de son frère qui ne connaissait même plus son nom, comme d'une façade. Il a réussi à le faire passer à un autre mandat, le 4e, et il voulait le faire passer un 5e, et tous les chefs d'État étrangers lui mangeaient dans la main. Il faisait semblant de parler avec Bouteflika, alors que tout le monde savait qu'il ne pouvait pas parler. Il a réussi à mettre l'armée, l'état-major de l'armée, lui mangeait dans la main. Je pense que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais je voulais le signaler. Je pense que là où il est arrivé aujourd'hui montre bien qu'il n'était qu'un distributeur des prébendes. Et c'est le peuple qui en a voulu autrement. Sinon, on aurait eu un 5e mandat. Et lui, derrière, c'est le peuple qui a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Mais il aurait le rôle de distribuer, de distribuer la rente et d'être le patron de façon indirecte. Le qsam l'arzaq, qui me dit astaghfirullah, yani rabbil alamin. Wahab, sur la déclaration de Saïd, parce que ça vaut le déplacement, comme on dit. Hein. C'est incroyable ce qu'il a dit. Oui, enfin, c'est incroyable, mais après, ça nous renseigne un peu. Ils disent ce qu'on connaît déjà. Donc, juste, il l'a dit. Il l'a dit alors qu'il l'a toujours dit. Moi, je vais juste nuancer la question d'ébranler l'État. Moi, je préfère dire ébranler le régime. Parce que qu'est-ce qu'il aurait à voir comme secret à part dire tel ou tel, enfin, peut-être par rapport à toute la magouille qu'on ne connaît pas. Mais l'État, pour moi, l'État, au sens juridique, enfin, par rapport à la définition du droit international, c'est un territoire, une population et un pouvoir souverain. Donc pour moi, l'État algérien, il est là, il existe, il existera encore. Donc le jour où l'État algérien disparaîtra, pour moi, je pense que peut-être on sera dans une autre configuration. Donc pour moi, l'État, il est toujours là, mais le danger, il est sur le régime. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, la situation actuelle, on arrive à la fin du régime dans sa constitution historique, philosophique et idéologique. Le régime, on l'a vu depuis 2019, il a reçu des coups d'un peu partout. Il s'est affaibli. On a vu qu'il n'a plus ces béquilles sur lesquelles il a reposé depuis l'indépendance sur la conception de la légitimité historique et l'idéologie populo-islamiste sur laquelle il a construit ce régime dans son fond philosophique. Après, on a vu, après l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, il y a eu une mutation avec le régime. C'est constitué une clientèle à travers toute la manne pétrolière. Donc, en fait, toutes ces composantes, on a vu qu'ils sont arrivés à bout. Donc, le régime, et on l'a vu depuis au moins 2 ans. Et d'ailleurs, les derniers événements, pour moi, c'est juste les symptômes de la fin de vie du régime. Parce que le régime qui se consolide dans l'autoritarisme avec les arrestations, avec ses lois liberticides, avec cet acharnement sur les libertés, c'est quoi? Il a peur, c'est tout. Pourquoi avoir peur des personnes qui sortent dans la rue pacifiquement avec des slogans politiques? Mais nous allons y arriver. Moi, j'aimerais surtout vous entendre commenter Saïd Bouteflika. Quand quelqu'un arrive et vous dit « je dispose de secrets qui pourraient ébranler l'État », ça veut dire qu'en fait, le magistrat aurait dû lui dire est-ce que ces secrets ont été classifiés par l'État? Ou est-ce que vous avez décidé, par exemple, le budget de l'armée? Lui, il parle certainement du budget de l'armée. Si vous ne parlez pas, vous êtes complice. Vous êtes complice. Le procureur sur place, parce qu'il y a le procureur à côté. Et dans un moment, il devrait s'auto-saisir pour une autre affaire. Il devrait se saisir pour le sommet de divulguer ces secrets qui pourraient ébranler l'État. Si tant est que ces secrets ont ce pouvoir, c'est qu'ils sont énormes, ces secrets. Il ne peut pas les garder. Après, est-ce que c'est vrai ou pas donc? Oui, mais il l'a dit. Il l'a dit. Et le com, c'est qu'il s'est adressé aussi à Selimat Lemsani, une journaliste de l'Ouattana, Zine Boubouchou. Qui est une brave dame, qui écrit sur les affaires sécuritaires. On la connaît tous, on connaît ses papiers. Mais réduire... En fait, je n'arrive pas à saisir ce contraste. Ébranler l'État, victime des réseaux sociaux. Victime des réseaux sociaux. Donc, c'est un contraste que je n'arrive pas à saisir. Et pour moi, c'est tout. D'ailleurs, c'est un peu dangereux de dire qu'il était, vu que la responsabilité qu'il avait, c'était un chef d'État fictif, mais réel. Voilà, réel, oui.
qui sera ébranlé, enfin juste déstabilisé par les réseaux sociaux. Enfin, c'est incroyable. C'est quand même en fait, il a été déstabilisé par le Hirak. S'il y avait pas et le voilà, Hirak, il fallait dire, il fallait aller plus loin. le Hirak plutôt que les réseaux sociaux. Exactement. Alors, Azouaou Chamrouk vient nous rejoindre. Merci Azouaou d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamaldine. Donc, je vous dis bonsoir à vos invités, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Alors, commentaire sur ces déclarations hallucinantes. J'aimerais bien commencer déjà par quand il a évoqué les secrets d'État. En plus, déjà, il faut essayer de voir est-ce que déjà on dispose d'un État. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il a parlé des secrets d'État, mais dans quel sens? Est-ce que ces secrets d'État vont dans le sens à contresens des intérêts de l'État, ou, alors là c'est grave, et je vais m'expliquer, ou dans le sens des intérêts de l'État, alors là c'est plus grave, dans le contresens des intérêts de l'État, donc il dispose des informations, ça veut dire il a dit des fondamentaux, des piliers de l'État. Des fondements des piliers de l'État. Donc en fait, c'est que soit il dispose des informations préjudiciable à l'État. Alors là, donc, comme vous venez de le dire, il est complice de quelque chose. Absolument. Donc, et là, donc, la justice doit l'interpeller sur ça. Dans le cas où les secrets qu'il détient vont dans le sens de l'intérêt de l'État, dans ce cas, alors c'est plus grave, ça veut dire qu'il fait du chantage à la justice algérienne. Ça veut dire que les secrets qui sont normalement, parce que quand on dit un secret d'État, ça veut dire que quand on est responsable, donc on est tenu par c'est-à-dire l'obligation de réserve, par la responsabilité. Alors là, il fait le chantage à l'État algérien. C'est-à-dire que je dispose des informations de par ma fonction que j'ai occupée pendant de longues années, en tant que conseiller du président, alors qu'un conseiller du président... Mais ça ne peut être, comme vous venez de le dire, qu'à contresens, puisqu'il dit ils ébranleraient les fondements de l'État. Donc ça ne peut être que négatif. Ça veut dire, ça veut dire, par exemple, moi je sais comment les budgets militaires sont répartis. Pourquoi on ne contrôle ni a priori ni a posteriori? Parce qu'il y a un consensus secret entre Bouteflika Abdelaziz et l'état-major. Chacun va dans sa pelouse. Dans tous les cas, c'est négatif. Oui, ça veut dire que par destination, comme vous dites, par destination, dans tous les deux cas, c'est négatif pour l'État. Donc, de disposer des secrets à contresens de l'État ou au sens de l'intérêt de l'État, c'est négatif parce que soit il dispose, comme je vous l'ai dit, des secrets préjudiciables, ou soit il dispose des secrets que tout État doit avoir, parce que pour justement protéger un État qui fonctionne, qui doit fonctionner, il y a certains, même les plus grandes démocraties du monde disposent des secrets d'État. Mais ce sont des secrets classés, secrets défense généralement, ou classés secrets d'État. C'est pas à l'individu d'estimer que ce sont des secrets. C'est à l'institution, c'est à l'État lui-même de classifier ces informations comme étant complètement protégées, qui ne peuvent jamais être publiées, ou alors elles doivent être publiées à terme dans tant d'années, ou sous telles conditions, etc. Mais ce n'est pas lui. Lui, s'il dit « je détiens des secrets d'État qui pourraient ébranler », ça veut dire qu'en fait, on traduit en termes simples, à mon avis, de mon point de vue, ce sont des scandales. Ça ne peut pas être autre chose. Ce sont des scandales concernant les gens qui sont au sommet de l'État. Et qui sont ces gens? Ce sont les généraux. Moi, à mon avis, juste pour continuer, à mon avis, c'est un message, ce qui fait le chantage pour la justice algérienne, parce que malheureusement, dans notre pays, la justice est instrumentalisée par le pouvoir qu'on a. C'est-à-dire que tout dépend le poste qu'on a, on instrumentalise la justice. Donc, si on a le pouvoir, on l'instrumentalise contre c'est-à-dire les opprimés, contre la population qui est opprimée. Et si c'est nous qui sommes justiciables, comme Saïd Bouteflika, c'est-à-dire qu'il utilise justement sa justiciabilité contre la justice en faisant chanter l'administration. Enfin, mon silence contre ma libération. Exactement ça. D'ailleurs, on a vu le procureur a requis 10 ans et on a vu la condamnation à 2 ans qui... 7 ans, oui, qui est divisé de toute façon, tout de même. De toute façon, il a déjà fait pas mal, il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être même à 1er novembre, ils vont le relâcher. Peut-être, alors que beaucoup de gens disent qu'ils sont en train de passer les procès maintenant
pour qu'ils puissent bénéficier des mesures. De l'éventuelle grâce. C'est vrai, Wahab, l'avocat. Je pense qu'il y a un autre procès, c'est pour ça qu'il n'a pas été libéré, parce que pour les 2 ans, il a déjà purgé la peine. Il a déjà purgé. Moi, je pense qu'il y a une autre poursuite, parce qu'il a été déjà condamné pour 15 ans dans le tribunal militaire. Elle est pendante, elle attend de passer. Oui, une autre affaire, je pense. Il y a une autre affaire avec Ali Haddad et... Ah, voilà, c'est une autre affaire. Oui, c'est une autre affaire. Vous vouliez dire... Sur la question des secrets d'État, parce que dans les domaines où on travaille, on manipule des informations confidentielles. Il y a des dossiers, effectivement, où, donc, certaines pages, c'est écrit, voilà, information confidentielle. On apprend aussi, donc, des règles, c'est vraiment sur la sécurité, qu'on n'est même pas habilité à dire qu'on détient des informations confidentielles. C'est-à-dire que le fait de dire que je détiens des informations confidentielles, je viole la règle de la sécurité de l'entreprise ou de l'institution, etc. Donc lui qui déclare ce genre de choses, il est déjà en violation d'une règle fondamentale qui est celle inconnue de l'État. Il ne dit pas je détiens des secrets d'État. Parce que là, excusez-moi, là vous vous faites cible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez divulgué que vous avez des secrets d'État, donc vous vous faites cible en réalité. C'est que si vous avez compris ce que je veux dire. Oui, vous êtes mis une cible derrière votre dos. Oui, mais ça veut dire... Est-ce qu'il a dit des secrets d'État? Il a dit des informations qui vont ébranler l'État. L'État, c'est toute la différence. Donc avoir des informations, c'est peut-être le fonctionnement du régime, comment les relations peut-être avec des partenaires étrangers, tout ça c'est des informations qui peuvent ébranler l'État. Ce n'est pas un secret parce qu'il y a un dossier qui est classé secret défense ou... pour moi c'est un peu plus complexe que ça, c'est pas des dossiers qu'on a classifiés, qui va déclassifier par l'information. Je pense pour moi quand il dit information, donc c'est un peu plus complexe que juste une information... en détail, moi, je pense, je ne sais pas après. Alors, nous allons d'abord visionner Dahdouriyat, qui ont été passés par la télé. C'est incroyable, hein. Il faudra attacher vos ceintures. Pas vu, moi. Vous allez les voir. Vous allez voir des gens menottés dans le dos. On leur pose des questions comme dans les années 90, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand la presse était le principal rempart du régime, et que ça se passait à huis clos. Alors, nous allons voir les extraits 1 et 2, s'il vous plaît. Moi, je suis pour l'autonomie régionale. جا تما يهضر يبدا يهضر البوليتيك تاعو درابوات لي مارش هذيك يجبد برك. عطاني لي بلادو 35 حبه او رشيد محمد مع العشيه وديتهم له الالمان مخلوف للدار. كي لحقت تما جاب لي شكاره هكذاك حلا هما كيما جابوها لي الطوموبيل حطهم في الطوموبيل كيما ديما تطرت شفت داخل حوايج بلاستيكيه ترونسبارون. المعلومات المتوفرة لدى المحققين كشفت بيت عنكبوت منسوج بخيوط الخيانة والغدر، وهذا هو الذي أمامكم تشاهدون. المعلومات المتوفرة لدى المحققين كشفت بيت عنكبوت منسوج بخيوط الخيانة والغدر، وهذا هو الذي أمامكم تشاهدون. Je vais vous demander de retenir ce qu'ils sont en train de nous montrer là, la dame qui tient un drapeau israélien à côté de quelqu'un d'autre, qui nous présente comme étant Madame Tayar Sarah. Je vais vous demander de retenir. Nous allons y revenir. Allons-y, continuons s'il vous plaît. من هنا من المجموعة الفيسبوكية تمزغ إسرائيل تحبك لعبة الغدر. إمعان المحققين أحالهم إلى نقاط مبهمة وإلى أسماء غريبة ليست جزائرية. تيار سارة، يونس ميموني، خيط رفيع جدا يقود إلى إسرائيل عبر بوابة المغرب.
s'appelle Malika Mzan. Nous avons remonté dans une recherche avancée. Elle ne s'appelle pas Tayar Sarraj, elle s'appelle Malika Mzan. Et ce n'est pas une Algérienne, c'est une Marocaine. Et c'est une recherche avancée sur Google. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous laisse poursuivre les images, si on a encore. Malika Mzan, voilà. Sha'ira Maghrabiya, c'est une poétesse marocaine. Laïque radical. Aït Atab Belmaghreb. Sa localité s'appelle Aït Atab Belmaghreb. Voilà. Née à Aït Atab au Maroc avec une orientation laïque radicale. Elle est partisane de la séparation complète du Kurdistan irakien de l'Irak. Voilà. Alors, mes chers amis, j'aimerais que vous me disiez votre sentiment sur... généralement, les gens avancent dans la subversion et ils adaptent. Ils adaptent. Par exemple, avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait que le NTV, il n'y avait que des journaux acquis au régime, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a personne pour contredire. Mais là, avec les réseaux sociaux, avec des chaînes comme le Magharibiya qui sont là à attendre pour déclarer des choses, pour dire les choses, inventer des choses. Alors, non seulement ils n'avancent pas, non seulement ils n'adaptent pas, mais ils régressent. Ils vont dans les années 70, c'est même pas les années 90. Oui, mais je pense que c'est très clair chez eux. Aujourd'hui, ils ciblent une proportion de la population qui est vraiment infime et qui est la plus reculée d'Algérie, qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, qui ne lit pas en français, qui ne lit pas, etc. Les gens qui ont voté Tebboune le 12-12. Mais c'est une infinie minorité. C'est une infime minorité. Oui, il s'adresse à cette infime minorité, soit les 5% ou les 10% qui ont voté, ou peut-être les 2%. Mais c'est complètement stupide. Mais aujourd'hui, quand on regarde comment c'est fait, vraiment, c'est incroyable. C'est du bricolage. Aujourd'hui, deux personnes, n'importe quel endroit, en Algérie ou en France, sont capables de faire donc un reportage mieux que celui-là. Avec bien sûr des messages, des photos, etc., mieux faites. Donc, je pense qu'on se trompe de croire qu'ils s'adressent à tout le peuple algérien. Je pense qu'ils ont... Mais qui s'adresse à l'opinion internationale, ça ne passe pas ce genre de choses. Surtout avec des gens menottés dans le dos, qui ont fait déclarer des choses alors qu'ils sont en pleine instruction. Ils sont en violation de la loi, des principes de droit. Des droits humains. Ils sont en violation des droits humains. Donc à qui ils s'adressent? À la minorité? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Cette minorité ne dit rien. C'est pour maintenir cette petite minorité dont ils ont besoin de temps en temps à remplir les stades avec, remplir les salles avec, faire une marche de 5 000 ou 10 000 personnes, les ramener de tous les coins d'Algérie pour... Donc ils sont réellement en fin de ressources. Alors, sur cette question de fin de ressources, je pense qu'il y a discussion. L'histoire nous a montré qu'aucun État, je parle bien d'un État, je ne parle pas de régime. Les régimes, on n'est plus dans le régime de Bouteflika. Le régime de Bouteflika, il a été écrabouillé. On est dans un autre... Enfin, c'est Bouteflika qui a été écrabouillé dans le même régime qui demeure à ce jour. Moi, je dirais les choses plutôt comme ça. Non, mais Bouteflika avait mis en place un régime à lui qui repose sur des règles propres à lui. Il aurait pu donner un système au sein du régime. Son système a disparu, mais le régime est là. Avec les mêmes. Moi, je ne raisonne pas de ces... D'accord. Je ne raisonne pas de cette... Je me permets de vous apporter la contradiction. Non, j'écoute plein de gens qui sur la question donc, de la nature du régime, sur la question de la nature du système, sur la question de l'État. Ce sont des notions qui sont fondamentales et qu'il faut effectivement comprendre pour pouvoir un peu faire des analyses et des interprétations. Donc aujourd'hui, il y a un autre régime qui est en train d'être construit autour de ceux qui ont écarté d'une manière ou d'une autre Gaïd Salah. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Cette nouvelle faction utilise des moyens, les moyens qui est là. Et aujourd'hui, les moyens qui est là, c'est la violence. Mais ce sont des moyens primaires, cousus de fil blanc. C'est exactement. Ils ne peuvent pas faire mieux. Pourquoi ils ne font pas mieux? Ils reviennent, non, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils reviennent à la colonne vertébrale donc, de l'État.
comment dirais-je, le système algérien a été ébranlé. L'État était réduit à sa plus simple expression, sa colonne vertébrale, l'armée. C'est ça l'État. L'État qui a été construit en 62, c'est autour de l'armée. Moi, je dirais plutôt le régime, pas l'État. Non, l'État lui-même, en 62, on va pas y revenir. En 62, il n'y avait pas d'État algérien. Oui. Il n'y avait pas de... Oui. Donc, il fallait bien le construire avec des institutions. Ils sont partis de l'institution... Ils l'ont construit avec un coup d'État. Le coup d'État de l'armée, oui. C'est la seule organisation politique en 62 qui était centralisée, qui était organisée, qui était formée et autour de laquelle l'État algérien a été construit. Ensuite, il y a eu tout un processus. Bien sûr, il y a eu l'autogestion durant la période de Ben Bella, il y a eu le processus de légitimation de Boumediene avec ses différentes révolutions, son processus électoral, etc. Donc tout ça c'est... Mais la crise de février 2019 a disloqué tout ça. Il est resté la colonne vertébrale, l'armée. Et aujourd'hui... La mise à nu. La mise à nu. À un moment donné, vous avez fait effectivement un éditorial où vous expliquez effectivement que l'État est à nu. Effectivement, il restait la colonne vertébrale, l'armée. Et aujourd'hui, il tente autour donc, de ceux qui ont écarté toute l'équipe, tout le clan de Gaïd, ils sont en train de tenter de reconstruire autour toujours de l'armée, mais ceux qui ont fait le coup d'État de 92. Ouais. Oui, moi je reviens par rapport à cette notion de l'État. Peut-être je suis d'une formation juriste, donc formelle, donc je me réfère sur la seule définition de l'État reconnue par le droit international, c'est-à-dire un territoire, une population définie sur ce territoire et un pouvoir souverain. Et le régime s'articule autour de la nature du pouvoir, c'est-à-dire comment cette souveraineté, les gens qui détiennent le pouvoir, exercent ce pouvoir sur la population. C'est ça la nature du régime. Et ce régime se décline dans un régime démocratique avec le partage des pouvoirs et l'ascenseur entre le bas et le haut. Dans un régime autoritaire, c'est une minorité qui exerce ce pouvoir sur la majorité. Et un régime totalitaire, eh ben, il y a plus de, c'est l'hégémonie totale par une idéologie. Donc on est obligé de dire l'État dans toutes les façons. L'État, en fait, l'État, quand on dit l'État, c'est comme demain, tous les États, à partir du moment qu'on est reconnu au niveau international, on est un État. C'est un État. Bah, mais moi, ça me fait mal de dire un État. Moi, après la notion de l'État, moi, je trouve que l'État, c'est une notion honorable qu'on ne peut pas donner à une mafiocratie. Et une mafiocratie qui a débarqué à la faveur d'un coup d'État, qui a fait main basse sur toutes les institutions, qui les a vidées de leur substance pour ne laisser que des trompe-l'œil. Qu'elle remplit avec des gens, des opportunistes. Moi, ça me fait mal de dire l'État. Non, j'ai juste dire que voilà, réduire la définition juridique est reconnue partout. Donc voilà, à partir du moment qu'il y a un État reconnu au niveau international, c'est un État. Après, il y a la notion d'homme d'État. Et ça, c'est toute la philosophie d'un homme qui a une vision de l'État dans l'espace international par rapport à la question du service public et tout ça. Ça rentre dans cette conception de l'État au sens philosophique. Donc voilà, j'ai juste peut-être... Oui, très bien, on a compris. Mais sinon, cette régression dans la subversion, ça veut dire qu'ils sont même plus capables de trouver des coups tordus qui soient un peu en adéquation avec les réseaux sociaux. En fait, j'ai une explication par rapport à ça, c'est que en fait, le régime depuis 2019 a été complètement déstabilisé. En fait, il y a, même à l'intérieur, on le sait d'ailleurs, depuis un an, je pense, tous les services importants au sein de régime, au sein de l'institution militaire, ont changé de main. Donc il n'y a pas une stratégie globale pour consolider, enfin ce qu'on appelle, on le sait, il y a eu entre parenthèses la révolution de 2019, il y a eu la contre-révolution, c'est pour utiliser un peu le mot, et maintenant il y a la consolidation de cette contre-révolution pour stabiliser le régime. Mais vu que, pour moi, il n'y a pas une stabilité à l'intérieur, donc la stratégie à mettre en œuvre n'est pas déroulée dans le temps. On voit, c'est des coups par coup. Enfin, il y avait à un moment, leur seule problématique, c'était d'arrêter les marches. Ils ont mis tous les moyens pour arrêter les marches. C'était le focus total. À partir du moment qu'ils ont réussi, aidés par la crise sanitaire, parce qu'il faut rappeler qu'en Kabylie, l'arrêt des marches, ce n'était pas du tout le pouvoir qui a fait... C'était la Covid. C'était la Covid. En juillet 2019, tous les acteurs importants de la mobilisation à l'époque ont appelé à arrêter le... Absolument. Et donc, pour moi, le régime, pour que la Kabylie ne revienne pas, il fallait trouver des solutions, enfin des subterfuges
à adapter à la situation. Donc cette question du MAC est venue, je ne pense pas que cela a été réfléchi vraiment dans une stratégie globale, à court, moyen et long terme, quand on fait de la stratégie, mais je pense qu'ils sont plus dans le coup par coup. Donc c'est pour ça qu'on a vu le premier Dahdah, c'était pour répondre à une conjoncture de l'époque. D'ailleurs, on n'en parle plus par rapport au financement. C'était à l'époque, vous vous rappelez bien, le financement du Hirak et compagnie. Oui. Après, rapidement, on a dépassé ça parce qu'il y a eu les événements se sont enchaînés. Il y a eu la Kabylie qui était restée la seule mobilisée. Donc, il fallait l'arrêter. Donc, le seul moyen, maintenant, il faut sortir cette idée du MAC. Et ça a pris. Avec le décès qu'on regrette de Jamel. On a vu qu'il y a eu des réactions hyper négatives de retour de racisme primaire. Absolument. Et donc voilà, pour moi, on répond à ça par des petites manœuvres tactiques. Pour moi, ils ne sont pas du tout dans la stratégie. Oui. Donc c'est pour ça que, pour moi, je ne pense pas que ça va durer dans le temps. Parce que les fondements, après on peut revenir, moi j'ai ma propre conception par rapport à ça. Mais le choix de ces méthodes très primaires, cousues de fil blanc, est-ce qu'elles coïncident avec le rappel des gens qui étaient aux commandes du terrorisme pédagogique, genre Barmana, Nasser el-Jinn et les autres, qui ne connaissent que ces méthodes, ils n'ont pas d'autres ouvertures. Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont revenus que nous assistons à de telles méthodes, ou alors est-ce qu'ils sont dans une telle improvisation que c'est du n'importe quoi? C'est des commandes qui ont été faites, genre comme on l'a fait pour le DGSN pour arrêter le Hirak, il fallait arrêter le Hirak, c'est tout. Tous les moyens sont bons pour le faire. Donc maintenant, il faut que faire bouger la Kabylie ou... Donc, nous allons arriver à la Kabylie parce que c'est un problème à part. Oui, c'est un problème oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas vraiment une stratégie réfléchie. Pour moi, on est plus dans le tactique. Au jour le jour. Des ordres, il n'y a pas la chaîne de commandement, je ne pense pas, elle n'est pas complètement stabilisée à l'intérieur du régime. Et on l'a vu par rapport aux nominations. Et tout ça, ça fragilise. On le sait très bien. La chaîne de commandement est très importante quand on change les responsables. Et tout ça, ça influe sur le travail du moyen long terme. Et on a l'impression qu'elle n'est pas linéaire. On dirait qu'elle est multidimensionnelle, elle est polycéphale. Elle est diffuse. Quand on connaît le régime algérien, comment il fonctionne, ce qu'on appelle l'état profond, ça c'est une autre conception dans l'état profond, comment ça fonctionne, on peut comprendre ces flottements. Parce que pour moi, c'est des flottements. Ce sont des clans qui lancent des stratégies. Il n'y a pas une stabilité à l'intérieur. Donc la responsabilité n'est pas complètement définie et les ordres ne sont pas... Et ça change tous les jours. Et ça change tous les jours et ça met une fragilité. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas une stratégie réelle qui se dessine. Azouaou, mais avant de donner la parole, nous allons lancer quelque chose de nouveau dans cette émission. Les commentaires, pour le moment sur ma page Facebook, pour ceux qui souhaitent de nos téléspectateurs d'intervenir, de vous poser des questions ou de faire des commentaires sur ce que vous dites, des interactions. Donc nous allons en afficher au fur et à mesure des gens qui vont intervenir, vous poser des questions, commenter ce que vous dites. Azouaou, sur cette question de dahdouhisme primaire. Oui, moi je pourrais l'expliquer déjà par l'incompétence des décideurs ou bien de l'institution militaire, de la police politique, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis j'ai l'impression, enfin ça pourrait être une vue d'esprit, ce que je vais dire, ce n'est pas une analyse qui est vraiment fondée, mais j'ai l'impression que c'est un ultimatum qui est posé à ce pouvoir et par une autre force que je ne sais pas. En lui disant, il faut vraiment en finir avec ce mouvement, avec ce peuple, avec ce Hirak. Et justement, sinon, c'est votre destin qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en finir avec ça. J'ai l'impression, enfin c'est juste une impression, et du coup, là, comme l'a dit tout à l'heure Waham, c'est qu'ils utilisent tous les moyens et ils ont la carte blanche. Je me permets de vous interrompre. On va lancer le premier commentaire, mais je demanderai à la régie de les envoyer automatiquement sans attendre que je le demande. Voilà, c'est à côté de vous. Allez-y. Donc ils ont, c'est-à-dire tous les relais du pouvoir, c'est-à-dire que peu importe l'institution, que ce soit judiciaire ou sécuritaire, peu importe, c'est qu'ils ont la carte blanche d'aller dans le sens de mater la révolution
et de réprimer le peuple. C'est-à-dire que la stratégie globale, c'est que le pouvoir, c'est vrai que disait tout à l'heure que c'est des coups par coup, c'est tactique de la part de ce pouvoir, mais il y a une stratégie globale, c'est celle qui va dans le sens de maintenir le pouvoir et de réprimer le peuple, et puis d'envoyer un message, parce qu'il y a une guerre psychologique qui est en train de se dérouler actuellement, c'est celle de faire comprendre au peuple algérien qu'à part la doctrine militaire, personne ne pourra vous gouverner. Parce que la doctrine militaire, je vais l'expliquer, c'est celle qui dit, donc on a passé de la doctrine, celle de la légitimité révolutionnaire, la stabilité et tout. Aujourd'hui, voilà, on vous assure la sécurité, mais c'est à nous de vous gouverner. C'est ça, en directement. Fait. C'est ça. D'ailleurs, il y a l'article 30, alinéa 4 de la Constitution, qui donne réellement des vrais pouvoirs à l'armée d'intervenir dans la vie publique de façon constitutionnelle. Ça ne se cache plus maintenant. C'est eux. C'est entériné. Des pouvoirs politiques. Ça, c'est entériné politiquement. Qu'ils estiment utile. C'est à eux d'estimer. S'ils estiment utile de s'ingérer dans n'importe quel problème qui regarde la nation, ils interviennent constitutionnellement. Ça vient d'une doctrine, parce qu'il y a un changement de doctrine. Je pense que c'était la doctrine révolutionnaire, la légitimité. Après, ils trouvent toujours des doctrines pour légitimer leur pouvoir. Et aujourd'hui, on est arrivé à ça. Donc, on vous assure la sécurité, tout en créant des ennemis à l'intérieur et des ennemis à l'extérieur, que vous voyez dans le reportage, ça datait de 2014. Vous imaginez ? De 2014. Oui, 2014. Alors que si ça touchait vraiment à l'intérêt de l'État, pourquoi c'était pas en 2014 que vous avez... Et d'ailleurs, il y a un article de 2014, je ne sais pas si on l'a ici, j'aimerais qu'on nous prépare l'article de Nahar, je crois, en 2014, qui parlait de cette affaire, en 2014. Ouais. Et ça a été enterré, et là, ils ont ressorti des vieux tiroirs. C'est dire qu'ils ne trouvent pas, quoi. Il n'y a pas de matière. Moi, je pense qu'il faut inscrire ce qui est en train de se passer dans le processus révolutionnaire depuis février. Sinon, si on le prend comme ça, comme étant un événement ponctuel, conjoncturel, etc. Je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas. Ça s'inscrit dans tout. cette dynamique. Février 2019, le peuple algérien avait l'initiative. Il avait réussi quelque chose de formidable et qui est toujours dans la conscience de l'immense majorité du peuple algérien, à savoir l'unité. Il est possible avec l'unité d'en finir avec ce système. Mais il s'est privé des moyens nécessaires. Ça, on peut en discuter une autre fois. Il y aura une émission sur ça. Voilà, on peut en discuter. Après, il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu l'arrêt de la mobilisation qui faisait de ce processus le pivot de la scène politique. C'est-à-dire que les choses se décidaient dans cette mobilisation. Et quand il y a eu effectivement cet arrêt, ils ont profité pour tenter donc de terroriser. Et c'est aujourd'hui quand on discute avec tous les citoyens avec qui on discute en Algérie, quelle que soit la région, c'est la terreur. Ils passent la nuit à arrêter les gens. Il y a des gens qui ont fui leur maison parce qu'ils savent qu'à un moment ou un autre, ils vont venir les arrêter. Parmi les haragas qui sont en train de fuir l'Algérie, beaucoup sont des gens qui savent qu'ils vont être à un moment donné arrêtés. Ça veut dire que là, avec ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de montrer, en réalité, c'est la phase, entre guillemets, de ce qu'on appelle Thermidor dans la Révolution française, la période donc de terreur. Ça commence. Ça ne fait que commencer. Je vais lire quelques commentaires de nos amis qui nous suivent. Je termine par un mot. Oui. Mais moi, je pense qu'ils se trompent parce qu'ils considèrent, parce que c'est leur lecture du processus révolutionnaire, je ne pense pas que le Hirak est dans sa phase de Thermidor. Pas du tout. J'espère qu'il ne le sera jamais. Et bien sûr, par notre travail. Ça, c'est le rôle des militants. Alors, je vais lire quelques-uns de ces commentaires en attendant que d'autres paraissent sur votre écran. Et je vous poserai une question très dure après. J'aimerais qu'on en parle à bâton rompu, qu'on échange, mais qu'on échange de façon assez dynamique, assez rapide, parce que ça vaut le déplacement. Alors, Samir M'Aqni, on est revenu de Don Quichotte et son ennemi, entre guillemets, le moulin à vent. Rushdie Chillaoui, c'est un mot qui doit rentrer dans le Robert d'Ahdouhiyat. Hakim Khadjari, les actions du régime aujourd'hui envers ses opposants sont la preuve qu'il était l'acteur principal des massacres des années 90.
Zine Labidine Ben Amran, des fous alliés bons pour le choc électrique. Depuis des années, ils ne cessent de ressasser le même disque rayé des deux faces. Ils nous rejouent Hassan Tero à longueur d'année. Kamel Jamel, le chien qui aboie, ne mord pas. Azzine Belmehoub, les prémices de la chute de l'empire du mal. Alors, mes chers amis, je voulais vous poser une question. Moi, j'ai l'impression, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train d'utiliser le MAC, de le victimiser à outrance. Tout le monde connaît un peu la mentalité qui prévaut en Kabylie. D'ailleurs, il y a même un proverbe, je crois. Je peux ne pas m'entendre avec lui, mais c'est entre nous. Oui. Hein, c'est mon frère, il ne faut pas le toucher. Si vous le touchez, même si c'est mon ennemi, il devient mon frère. Donc, c'est une philosophie qui est partout dans les zones montagnardes, hein, comme dans les Aurès, comme là où il y a de la montagne, où les gens sont en autarcie, un peu enclavés. Et donc, j'ai l'impression que ça change cette, j'allais dire, disposition de l'esprit. Ce régime est en train de mettre le paquet contre les militants du MAC, qui ont leurs cousins, qui ont leur famille, leurs voisins. C'est comme s'ils voulaient inciter une grande partie des Kabyles à rejoindre le MAC. Il ne veut plus que le MAC soit ultra minoritaire. Il veut que le MAC soit embrassé par une grande partie. Et là, ça équivaudrait à rallier autour de lui les Algériens qui sont contre la séparation. Et puis comme si tant est que nous devons aller vers le séparatisme, à Dieu ne plaise, Baïd Char, lui, il sait que ça prendrait des années, 10 ans, 15 ans. Donc il se dit, moi je mets ça sur les rails, ça va faire gagner du temps, et ça va réellement isoler cette région contestataire qui n'arrête pas de me faire des ennuis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence. Alors non, commence Wahab parce que pour tout faire tourner. Oui, je demanderai de discuter entre vous. Hein. Oui, vous pouvez vous interrompre l'un l'autre. La réponse est très simple. Par exemple, la dernière fois, j'ai assisté le 16 février de 2021 la marche de Kharata, le retour, les prémices du retour de la mobilisation 2021. Oui. En fait, ce qui était étonnant, c'est que l'Algérie était présente à Kharata. Peut-être on ne le sait pas beaucoup, mais on l'a montré nous-mêmes. On a montré des gens qui venaient de partout. Voilà. Et donc, pour moi, le fait de vouloir isoler la Kabylie, c'est de la séparer, de la mettre en autarcie ou complètement la couper du reste de l'Algérie. Parce que les autres militants qui s'engagent pour le changement des régimes trouvent un peu de réconfort quand ils voient que la Kabylie se mobilise. Et il y a un contrepoids important que les gens imposent la mobilisation dans la rue, pacifiquement. Et ça donne des idées pour les autres régions. Et donc, pour moi, cet acharnement contre des militants, peut-être fictifs des fois, il y a des personnes juste parce qu'un jour ou un autre, ils ont parlé du MAC. Ou sympathie, donc voilà. Mais l'arrière-pensée profonde, c'est vraiment d'isoler la Kabylie et de couper cette courroie qui s'est créée depuis 2019 avec les autres régions du pays. Et ça, c'est toute la nouveauté de 2019 par rapport à, on le sait, en 2001, que la Kabylie était isolée, alors que les revendications qui ont été portées par ce qu'on appelait le Printemps Noir étaient des revendications nationales. On le rappelle, si on détaille la plateforme de l'Arsal, il n'y avait aucune revendication régionaliste à l'époque. Oui. Donc tout était national. Mais pas autonomiste à la limite. Absolument pas. Oui. Même l'idée n'a traversé personne à l'esprit à l'époque. Oui. Donc c'est toute la différence en 2021. Donc, je pense que le régime a très peur du retour de la mobilisation dans la rue, parce que ce caractère pacifique en masse, avec des slogans assez clairs, Dawla Madaniya Macha Askaria, Silmiya, c'est le fondement de changement de régime. Oui. Donc pour moi, et ça, c'est ce qui déstabilise le régime, donc ils ont peur de ça. Mais est-ce qu'il veut inséminer quelque chose d'assez insidieux au sein de la Kabylie et pousser les gens à rejoindre le MAC? Est-ce qu'il est dans cette dynamique? Est-ce qu'il veut consolider le MAC et lui donner une plus grande ampleur pour pouvoir faire peur aux Algériens? La politique de l'épouvantail, tout simplement. Oui, on a vu le fait que le MAC, il rachète, on connaît bien l'importance de rachat des cellules migration en Algérie, je ne sais pas même pas s'ils existent ou pas, et il leur donnait cette ampleur d'organisation terroriste, comme quoi c'est eux qui
qui sont à la tête de la mobilisation populaire. Moi, j'ai fait plusieurs fois les marches à Alger. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu... on est bien d'accord, c'est surtout le régime qui a fait la propagande de ces deux mouvements, d'ailleurs. Oui, en fait, et ça rejoint... Je vais finir sur ça. En fait, c'est un peu dans la conception de l'humain de créer ces mythes rassembleurs, même s'ils n'existent pas, mais on les identifie comme ennemis. Et donc ça, c'est très important dans la psychologie. Pour qu'ils soient des ennemis crédibles, il faut les gonfler voilà, un peu. Même si réellement ils n'existent pas. Oui. On l'a vu, enfin, les exemples dans l'histoire, ils sont légion. Même cette conception de l'État, de la nation, c'est des fictifs. Mais on pousse les gens à les construire et les rendre réels dans l'imaginaire. Et ça, c'est très important. Et donc, tout ce qui se passe dans construire cet imaginaire... C'est délibéré, hein? C'est délibéré, ben oui, c'est délibéré. Alors, deux autres commentaires. Moi, je pense que... Pardon, un commentaire et une question. Hakim Khadjari, en Algérie, tous les prix sont à la hausse, sauf les principes des hommes. Chanem Marco Mahdi, ici Saïd Bouteflika fait allusion à l'infiltration des éléments du DRS au sein du FIS pour commettre toutes les atrocités que nous avons vécues durant la décennie rouge. Je vous laisse répondre. Ouais, moi, je pense que dans tout processus de répression d'un État dictatorial, quand c'est quelque chose, justement, qui est stratégique et non pas quelque chose qu'il veut taper comme ça, il commence par diaboliser les gens. Oui. Les gens qu'il veut absolument... Ça veut dire que derrière la diabolisation, c'est donc préparer l'opinion publique, à des coups les plus tordus et les plus violents. Et il est dans cette phase. Il est dans cette phase de diabolisation de la Kabylie. Et je pense que ça, c'est quand même très important à le comprendre. Non pas seulement par le MAC, mais par y compris l'image que ce système a donnée de cette région. Le deuxième point, ensuite je vais revenir sur un autre, sur justement en réalité, cette fausse analyse qu'il fait. Sur le 16 février, effectivement, 2021, si vous vous souvenez, donc, l'endroit où il était possible de réunir des représentants de toutes les wilayas d'Algérie, c'était à Kharata. Et c'était en 2021. Il était prévu normalement là-bas qu'il devait y avoir une coordination, une conférence, pour dégager une initiative politique nationale, qui avait donc une lettre d'ailleurs qu'avait faite Farsaoui. Donc du RAJ. Et on voit aujourd'hui la dissolution du RAJ. C'est-à-dire qu'on est en train de faire payer. Parce que le 16 février 2021... C'était pas une initiative du RAJ, une initiative d'une dynamique qui a été annoncée par Farsaoui. Par Farsaoui. Et à l'époque, l'État algérien, toute force confondue, toute institution confondue, s'est engagé pour empêcher qu'il y ait conférence là-bas et qu'il y ait une initiative politique. Tous les militants qui ont été là-bas, ils ont raconté qu'ils pouvaient se réunir, etc. Mais apparemment, beaucoup avaient très peur donc de faire. Je parle de ceux qui étaient là. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais en tous les cas, la conférence n'a pas eu lieu, la coordination n'a pas eu lieu, l'initiative politique n'a pas eu lieu. Donc, il y a problème. Alors que tous les militants, on peut dire les militants dirigeants du Hirak étaient là-bas. Et pourtant, il n'y a pas eu... La seule chose qui est sortie, c'était l'intervention de l'un des hirakistes qui parle donc d'une élection présidentielle sous conditions, etc., etc. Donc ça, c'est... Maintenant, pour revenir à l'histoire donc de la diabolisation du MAC et de vouloir éventuellement pousser les gens pour qu'ils puissent se solidariser autour d'eux, je pense que le niveau de conscience de la Kabylie, il est très loin donc de la conscience, je dirais, familiale, au sens vraiment féodal du terme. Communautaire, identitaire. Communautaire, c'est fini. Il y a des exemples. On prend par exemple le cas, il y a eu le problème par exemple de Rabarab. Rabarab est un Kabyle, il a une entreprise à Béjaïa, il empêche ses salariés de construire une section syndicale. Beaucoup, par exemple, de forces politiques, de militants, de citoyens qui sont influents. Donc, on fait pression pour que, justement, il n'y ait pas donc, cette mobilisation autour de cette section syndicale. Ça n'a pas empêché donc, les travailleurs donc, de continuer de numilogue, travail de numilogue,
à se battre pour leur section syndicale. Donc l'esprit communautaire est totalement très, comment dirais-je, très minoritaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous et on va demander l'avis de... Je cite d'autres exemples. Si on prend par exemple le 63, il y a eu effectivement donc une contestation de l'État central, donc du coup d'État, mais il n'empêche que dès qu'il y a eu l'agression du Maroc, bah, tous les soldats, tous les citoyens en âge de combattre de Kabylie ont rejoint l'armée algérienne pour défendre l'Algérie. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Attends. On cite, si on prend par exemple les 80, il y avait des revendications effectivement culturelles, linguistiques, historiques, etc. Mais il y avait des revendications démocratiques nationales. Au centre de 80, c'est la question démocratique nationale qui était posée. Ce n'est pas des questions communautaires, ce n'est pas des questions régionales. Si on prend 88, il y a eu des tentatives, par exemple, d'une fraction donc, du mouvement politique en Kabylie, parce qu'il y avait des espaces qui avaient été créés de liberté. Il y avait donc des courants politiques qui ont tenté de dire écoutez, en Kabylie, il ne faut pas qu'on bouge, etc. Ça n'a pas touché tout le monde. Mais ça a marché. Non, ça n'a pas marché. La Kabylie, dans son entière majorité, ça n'a pas marché. Sauf quelques régions comme Ouira. J'étais à l'université de Tizi Ouzou. J'étais militant et j'étais dans des assemblées générales ouvertes sur la question de 88, du 5 octobre. Oui, mais il n'y a pas eu de manifestation populaire comme dans le reste de l'Algérie. Alors, les manifestations populaires ailleurs, c'était... Parce qu'on avait réussi à convaincre les Kabyles à ce moment-là que c'était un coup monté de clans entre eux, qu'il ne fallait pas adhérer. C'était l'Arabie Belkhir qui était derrière, qui avait instrumenté certaines personnalités politiques qu'on ne va pas citer, qui ont fait le boulot. Non, mais c'est vrai, mais la Kabylie n'a pas marché dans cette tentative justement je dirais, caporaliser toute la région. Pourtant, beaucoup de gens disent que si la Kabylie avait rejoint octobre 88 à ce moment-là, le régime serait tombé. Bah, écoutez, en février 2019... oui, mais ce n'est pas pareil. Les contextes n'étaient pas le même. Oui, mais il ne suffit pas. On a bien vu des manifestations durant ce processus. On a vu des millions d'Algériens. C'est pas ça qui fait tomber un régime comme un régime algérien. Alors, Wahab, sur cette question, est-ce que réellement, moi je vais vous dire mon sentiment. Moi je me rappelle le MAC avant, quand il a annoncé la couleur, c'est-à-dire, moi c'est plus l'autonomie, c'est l'indépendance. Il ne parvenait pas à faire des manifestations de plus de 200 personnes. Bah, la dernière, c'était avril 2021, j'étais présent. Oui, on alors n'a pas raconté, j'étais présent. Oui, donc, alors on a vu comment... À Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, oui. Donc si vous rebobinez un peu les images, vous allez voir, il y a eu même des petits incidents à la queue de la marche, parce que c'était... En fait, d'ailleurs, c'était beaucoup de questions qu'on s'est posées à l'époque. On avait pas mal de manipulations, mais les militants du MAC, peut-être avec beaucoup de drapeaux, oui. Mais ils étaient pas plus de drapeaux que de militants, d'ailleurs. Oui. En plus, d'ailleurs, à l'époque, avec mon ami Issa Rahmoun, on était ensemble, on a marché ensemble avec Nabil Ismail, que je salue. Que je salue aussi. Donc on a posé des... il y avait, parce que la plupart c'était des jeunes, la moyenne d'âge c'est entre 20, 23 ans, 24 ans. Avec qui, quand on parle avec eux, franchement c'est pas un jugement de valeur, mais voilà, la consistance politique, elle était vraiment très juste. On les a vus au début, après ils ont disparu dans la marche, parce que la marche était vraiment très... Elle a réuni beaucoup de monde. Mais maintenant il y a beaucoup plus de monde au MAC. Donc ça, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs dont celui des attaques systématiques de régime contre le MAC. Exactement. Quand il met des gens en prison, les gens se sentent solidaires. Exactement, c'est ça. Et d'autres adhèrent quasiment. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Non, mais des manifestations, je crois que là où le MAC s'est montré en Algérie, c'était la dernière manifestation où il s'est montré officiellement dans cette marche. Après, le MAC n'est pas apparu en Algérie. Mais même ici à Paris, par exemple, ici en France, il rentre dans des manifestants qui ne sont pas des manifestants MAC, mais il y a plus de drapeaux MAC que de drapeaux amazigh ou que de drapeaux algériens, et ça ne choque plus personne. Alors que, je vous rappelle, pardon, un point particulier. Moi, je vous rappelle, je crois que Wahab s'en rappelle aussi, que parce qu'à l'époque, on ne se connaissait pas encore, mais Wahab, je le connaissais, donc se rencontrer là-bas.
les premières manifestations de la place de la République, quand les gens arrivaient avec les drapeaux du MAC, ils étaient chassés. Oui. Les gens leur disaient, vous n'êtes pas algérien, ça ne vous concerne pas. Et puis, si vous voulez manifester, allez manifester tout seul. Nous, on manifeste pour l'Algérie. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Quand les drapeaux du MAC débarquent, ils sont accueillis à bras ouverts. Et ça, à mon avis, je peux me tromper, c'est dû essentiellement à ces attaques du régime contre le MAC pour rallier autour de lui de façon délibérée les mécontents, les gens qui ne veulent pas de ça. Mais je vais vous laisser vous exprimer. Je ne pense pas que ce soit le cas, Jamaldine, parce que c'est vrai qu'au début, le MAC venait et le MAC est divisé. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de militants, et je connais pas mal de militants. Donc, il y en a ceux qui ne croient même pas à la révolution, c'est-à-dire le mouvement de 2019. Et puis voilà, donc dans leur logique, c'est l'indépendance. Par contre, il y en a ceux qui croient fortement à une Algérie libre et démocratique. Parce que tout en étant dans le MAC ? Tout en étant dans le MAC. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'en ayant une Algérie libre et démocratique, à ce moment-là, on pourrait défendre nos idéaux d'indépendantistes au sein d'une Algérie libre et démocratique. D'une façon démocratique. Donc, au fait, c'est partagé à l'intérieur. Donc ça, c'est pas... Enfin, disons, c'est un sondage que j'ai pu faire par rapport aux militants de... Par contre, c'est vrai qu'au début, ils venaient, mais au bout de quelques marches, ils sont partis. Mais là, ils ne viennent plus. À part les manifestations kabyles, ils viennent rarement. Moi, je ne les vois plus. Oui, mais quand ils viennent avec le drapeau du MAC. Et le drapeau du MAC en force. Là, moi, la dernière manif, j'ai vu des images. Oui, bien je sûr, n'en suis pas revenu. Bien sûr, je n'exagérerai pas en une disant manif- qu'il y avait c'est pas une 80% de drapeaux MAC. Non, C'est mais une manifestation. c'est pas une manif des organisations du Hirak, c'est une manifestation... Pour la Kabylie. Non, c'est une manifestation... Bien sûr, le titre, c'était une manifestation pour la Kabylie. Oui. C'est comme par exemple le 11 juillet. Oui. Le 11 juillet, il y avait même des personnes connues qui passent ici, du Hirak, je qui sais. ont participé à la marche Je sais. et qui était finalement celle du MAC. Oui, Donc, qui est devenue celle du MAC. Qui est devenue Mais celle du MAC. et la dernière aussi. Mais La dernière aussi. mais il y avait plus de drapeaux Alors, du MAC. Mais on va laisser... Justement, on va laisser pour finir, parce que vous disiez tout à l'heure que si la Kabylie avait rejoint le reste de l'Algérie en 80, mais c'est pas pour être dans la surenchère des régions. Parce que c'est juste pour... Les avis sont partagés arriver. sur ça. Parce que on peut dire aussi si le reste de l'Algérie avait rejoint la Kabylie en 63, en 80, en 80... Oui, tout à fait, vous avez raison. On n'est pas Oui, dans oui, la vous avez surenchère, raison. justement parce qu'on croit à une Algérie unie et bien démocratique, sûr, bien sûr. peu importe le système dans lequel on sera gouverné. Mais justement, pour répondre à votre question, qui est Alors ma question, parce qu'il reste plus de temps, du MAC, est-ce que le fait d'attaquer le MAC ainsi, est-ce que c'est une intention délibérée, malveillante du régime pour inciter les Kabyles à rejoindre davantage le MAC et pouvoir ainsi créer un syndrome, créer un abcès de fixation et pouvoir détacher la Kabylie du reste de l'Algérie? Absolument. C'est clair, la question. Absolument, oui, parce que si on voit pendant ce mouvement, pendant le Hirak, il y a deux forces opposantes au pouvoir qui se sont émergées. Il y a la force, j'aimerais le dire comme ça, mais les démocrates, mais faites les appellations, j'aime pas les étiquettes, mais je vais le dire comme ça a été dit dans l'ensemble. C'est qu'il y a les laïcs, il y a le mouvement Rachad qui est toute l'idéologie qui est autour. Même si pour moi, le Rachad ne sont pas des islamistes, mais avec réserve, bien sûr que je le dis. Donc, en fait, il y a ces deux forces qui sont contre le régime. Et le régime doit les attaquer. Et en les attaquant, il attaque quoi? Il attaque Rachad comme organisation terroriste. Donc à partir de là, il va attaquer toute l'idéologie qui est autour. Et puis, il attaque le MAC parce que le MAC, il sait bien que une forte proportion des démocrates sont des Kabyles. Donc, comme vous le dites, par fraternité, on doit se solidariser avec ces gens-là parce qu'on le dit tous, c'est que même si on est différents fondamentalement, et on le dit, on le redit, des idiots du MAC, mais ça reste un projet politique. Et la politique, on ne la judiciarise pas, on ne la criminalise pas. Donc, de fait, on est solidaire. Donc, le pouvoir, il est dans une logique. La logique, c'est que deux scénarios se profilent. C'est que soit il veut pousser à la violence et au ralliement des autres Kabyles au MAC, soit il veut
créer un climat de violence pour légitimer sa violence. Donc, dans les deux cas, il est en train de créer un climat pour légitimer sa violence. Et du coup, aujourd'hui, on assiste, même avant, parce que le pouvoir, il a toujours fait à ce que le sentiment anti-algérien en Kabylie se solidifie. Et là, il est en train d'accentuer justement son sentiment. C'est pour ça qu'il doit chercher une légitimation, parce qu'il doit convaincre la communauté nationale, c'est-à-dire qu'en créant un ennemi intérieur, et puis la communauté internationale, parce que déclarant des organisations terroristes, ça ne se fait pas comme ça. En plus, la France, l'Angleterre, la Suisse abritent ces deux organisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces forces-là sont des complices des terroristes. Donc il doit convaincre ces forces-là. D'ailleurs, la preuve que Macron a répondu avec un non pour l'extradition de Farhat al-Mounir. Absolument. Merci Zouaou Chamrouk, merci Mourad Yossah, merci Wahab Hamidi, merci Chaban Qassi. J'aurais voulu poursuivre. Juste un dernier mot. Mais très vite. Oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut constater dans tout processus révolutionnaire. Quand il est en échec, ou quand il n'aboutit pas positivement, c'est la régression. Et la régression, c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vers des regroupements de type réactionnaire, de type voilà, donc la réaction au sens propre. Et donc et je pense que là, c'est le moment du MAC, on peut dire. Juste très vite. Une solidarité à l'organisation Raj, parce que le régime, dans une optique, il faut qu'il soit la seule force organisée. Et c'est une caractéristique d'un système totalitaire. Wahab, dernier mot. Le dernier mot, c'est solidarité avec Raj. Voilà. Très bien, solidarité avec Raj. Merci chers amis de nous avoir suivis. Bra ala khair, bslama.